est passé par Fénon, puis par l'école de physique et chimie, qui a travaillé au laboratoire de l'horloge atomique à Orsay, et puis qui, à 5 ans, est parti à Nice pour travailler sur Virgo, dont il va nous parler maintenant. Bonjour, je vous prie de m'excuser de rester assis. J'ai une jambe qui ne me permet pas de rester debout pendant 1 heure, mais je pense que ça ira comme ça. Oui, donc en fait, il y a plus de 5 ans que je travaille sur Virgo. Ça fait plutôt 20 et quelques années que 5 ans. D'abord une bonne douzaine d'années pour concevoir le système et essayer d'en montrer la faisabilité et convaincre le CNRS de le financer. Et la construction a commencé depuis 10 ans, c'est terminé du point de vue, c'est terminé l'année dernière et la mise au point de l'appareil va durer encore un peu moins d'1 an probablement. On espère dans 1 an pouvoir prendre des données avec la sensibilité souhaitée. Je ne peux pas en 1 heure vous parler de tous les aspects du problème, donc j'ai choisi d'aller un peu vite sur la partie astrophysique et la partie onde de gravitation en fait, et pour donner plutôt des détails sur la physique de l'instrument. Je ne sais pas si ça vous convient, si on pourra éventuellement présenter un autre aspect l'année prochaine ou l'année suivante, si ça vous intéresse. Donc je vais dire quelques mots de ce qu'est la détection interférométrique des ondes de gravitation et ce que sont les ondes de gravitation, et puis après passer aux détails de la physique de l'instrument qui, je pense, d'un point de vue classe préparatoire est intéressant parce que ça fait appel à un peu toute la physique classique, vraiment tous les domaines qu'on puisse imaginer en physique classique, je crois, et je dirai quelques mots ensuite des autres projets, des projets futurs. Alors, depuis quelques années, la détection interférométrique des ondes de gravitation apparaît comme la technique qui devrait permettre de mettre ces ondes en évidence dans un avenir proche. Et la population de chercheurs sur le sujet est passée d'une poignée de chercheurs il y a 20 ans à peu près à 1 millier de chercheurs aujourd'hui dans le monde entier. Il y a 2 grands projets qui sont financés dans le monde. Le plus grand, c'est le projet américain qui s'appelle LIGO et qui est constitué de 2 antennes, que vous voyez sur la gauche, l'une au nord-ouest des États-Unis, l'autre au sud-est des États-Unis. Ce sont 2 interféromètres qui ont des bras de 4 km de longueur. L'autre grand projet existant, c'est Virgo, dont je vais spécialement vous parler aujourd'hui. Excusez-moi. Il faut faire attention avec ça. C'est Virgo, donc, qui est un projet franco-italien construit en Toscane, entre Pise et Florence. Et il y a d'autres projets, mais qui sont des prototypes, des appareils plus petits destinés à valider les technologies, mais pas vraiment à détecter des ondes de gravitation parce qu'ils sont trop petits. L'un d'entre eux s'appelle Géo, se construit du côté de Hanovre et avec des équipes anglaises et allemandes. Un autre projet s'appelle Tamas, construit en banlieue de Tokyo, et va être suivi par un autre projet qui va se trouver d'ailleurs dans la même montagne que le détecteur de neutrinos dont Pierre a parlé tout à l'heure. Et puis il y a un plus petit projet australien qui s'appelle AIGO. Tout ça représente, je pense, entre 1000 et 1500 chercheurs à peu près actuellement. Alors, qu'est-ce qu'une onde de gravitation sans théorie, mais très rapidement? Bon, d'abord, c'est une prédiction de la théorie de la relativité générale qui date de 1917. Donc, Einstein avait montré que des concentrations de masse ou de matière en général
produisent une déformation de l'espace-temps. Et il avait montré aussi, il a montré aussi que l'interaction gravitationnelle ne se propageait pas avec une vitesse infinie, mais au maximum avec la vitesse de la lumière. Il résulte de ces deux choses que lorsque on a un système de masse suffisamment importante et en mouvement suffisamment rapide, il y a des distorsions de l'espace-temps qui vont se propager sous forme d'ondes transverses qu'on a donc appelées des ondes de gravitation. Leur physique est différente des ondes électromagnétiques parce que l'hélicité ou le spin de ces ondes est différent, c'est-à-dire que des polarisations orthogonales, par exemple, n'ont pas la même géométrie que des ondes électromagnétiques. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Si une onde de gravitation se propage perpendiculairement au plan de la figure, elle va agir, et qu'il s'agit d'une onde périodique comme j'ai représenté là, elle va agir sur un cercle de masse libre représenté par les points rouges en transformant ce cercle en ellipse, en l'allongeant dans une direction puis dans la direction orthogonale au fur et à mesure des demi-périodes de l'onde gravitationnelle. La polarisation orthogonale de l'onde gravitationnelle serait aussi transverse, mais s'obtiendrait de celle-ci par une rotation de 45 degrés. C'est donc une particularité. Les sources possibles d'ondes de gravitation, comme j'ai suggéré, sont des objets massifs en mouvement rapide. Alors massif, ça veut dire typiquement au minimum quelque chose comme une masse solaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire une expérience de Hertz avec des ondes gravitationnelles. On ne va pas produire des ondes de gravitation sur Terre. Il faut aller regarder des objets astrophysiques. De plus, il faut, pour être détectable sur Terre, que ces objets soient denses, c'est-à-dire que beaucoup plus condensés que le Soleil. Ça va être par exemple des étoiles à neutrons ou des trous noirs qui provoquent des distorsions fortes de l'espace-temps. Et il faut des mouvements rapides, c'est-à-dire des vitesses proches de la vitesse de la lumière, qui vont être possibles lors de collisions, coalescences de systèmes multiples. Et il faut d'autre part une asymétrie parce que un effondrement d'étoiles à symétrie sphérique ne produirait pas d'ondes gravitationnelles du fait de la géométrie de ces ondes. L'existence des ondes gravitationnelles a pu être vérifiée indirectement dans un système dont je vais parler un peu plus tard. Maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on va essayer de les détecter ? Eh bien, on voit qu'en conservant la géométrie que j'ai montrée juste auparavant, si on fabrique un interféromètre de Michelson dont la séparatrice serait placée au centre du cercle imaginaire et dont les miroirs d'extrémité seraient des masses libres, on va obtenir au passage d'une onde gravitationnelle un défilement, un changement de l'état d'interférence. Alors, ce que j'ai représenté ici, ça correspond à des franges d'interférence dues à un mouvement, une variation de longueur de quelques microns, si on utilise de la lumière visible ou proche infrarouge. On va voir que dans le cas d'une onde gravitationnelle, c'est un peu plus difficile. On n'aura pas des déplacements de quelques microns dans un système terrestre. On aura beaucoup moins. Voyons l'ordre de grandeur. Donc je considère une source qui va être constituée de deux étoiles à neutrons de masse 1,4 masse solaire, parce que c'est une masse typique pour des étoiles à neutrons, située à une distance de l'ordre de 15 mégaparsecs de la Terre, c'est-à-dire 45 millions d'années-lumière.
c'est pas dans notre galaxie, mais c'est quand même dans la galaxie proche. Et si on dispose d'un tel système binaire constitué de deux étoiles à neutrons, en orbite l'une autour de l'autre, la théorie prévoit qu'elles vont émettre des ondes de gravitation. Et donc, en émettant des ondes de gravitation, le système va perdre de l'énergie, les étoiles vont se rapprocher et orbiter de plus en plus rapidement. Le mouvement relatif décrivant une spirale convergente jusqu'à un moment qui va être la fin du système binaire, où les deux objets sont tellement proches l'un de l'autre que leur propre attraction gravitationnelle va les déformer et vont fusionner pour former par exemple un trou noir légèrement plus massif, ou bien ils vont s'éjecter et le système va disparaître. Un peu avant ce moment-là, quand les deux objets seront à peu près à une distance de 20 km l'un de l'autre, la fréquence orbitale va être de l'ordre de 400 Hz, ce qui est énorme. Vous imaginez deux fois une masse solaire et demie tournant à 400 tours par seconde. Et même dans un tel cas, on va voir que l'amplitude de l'onde gravitationnelle est très faible, puisque H, qui décrit l'amplitude de l'onde gravitationnelle, est donnée par cette formule, appelée formule du quadrupôle, qui fait apparaître une constante 2G sur C4, l'inverse de la distance par rapport à l'observateur, et la dérivée seconde du moment quadrupolaire du système. Et je suis désolé, je vais trop vite. Malheureusement, même dans un cas aussi extrême et catastrophique, l'amplitude de l'onde gravitationnelle détectable sur Terre, à 15 millions de parsecs de la source, sera de l'ordre de 10-21. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que c'est que H? H, en fait, on peut l'interpréter comme la variation de l'indice, variation anisotrope de l'indice du vide, qui est ce que l'interféromètre va chercher à détecter. Alors du point de vue de la mesure interférométrique, qu'est-ce que ça veut dire? Si je reprends mon système de Michelson où la sphère imaginaire devient une ellipse, ça veut dire que la différence de longueur à mesurer entre les deux bras, grand delta L, qui est un demi de H fois la longueur des bras, va évidemment être petit. Si H vaut 10-21, si on suppose que la longueur des bras est d'1 km, il faut mesurer des variations de longueur de l'ordre de 10-18 mètres, c'est-à-dire 1/1000 du diamètre d'un électron, par exemple. Donc une quantité extrêmement petite, et évidemment, il va y avoir des dizaines de sources de bruit qui vont être a priori être beaucoup plus importantes que la quantité à mesurer. On ne va pas décrire toutes ces sources de bruit, on va parler seulement de 3 ou 4 de ces sources de bruit qui constituent les limites fondamentales d'un instrument tel que Virgo. La première limitation, c'est le bruit de mesure, ce qu'on appelle le bruit de photon, qui est qu'un détecteur, le détecteur qui cherche à détecter le changement de l'état d'interférence va recevoir un peu de lumière, il va y avoir des fluctuations de la puissance lumineuse qui sont liées à la statistique des photons. C'est un effet absolument fondamental. Et cet effet va pouvoir dominer l'effet à mesurer, à moins qu'on prenne les mesures nécessaires. L'ordre de grandeur, c'est que le H équivalent sur la première formule, le H équivalent au bruit de photon, il est donné par cette formule sur la longueur que multiplie
une constante fois 1 sur la racine de la puissance lumineuse utilisée. Donc on voit qu'il faut une grande longueur, une grande puissance lumineuse pour obtenir la sensibilité. Une grande longueur, ça veut dire qu'il faudrait avoir des bras de longueur 100 km si on dispose d'une puissance lumineuse de l'ordre du kilowatt. C'est donc pas quelque chose qu'on trouve dans tous les laboratoires. Et on va maintenant voir comment obtenir la bonne longueur, comment obtenir la bonne puissance. Alors pour obtenir la bonne longueur, je remonte un interféromètre de Michelson et je recherche ma petite flèche pour la détresser, là voilà. Donc évidemment, il n'est pas possible sur Terre pour des raisons de coût et aussi parce que la Terre n'est pas suffisamment plate, il n'est pas possible de fabriquer un instrument qui ait des bras de 100 km. Ce qu'on peut faire de mieux à peu près en Europe, c'est 3 km. Après, il est difficile de trouver des zones non peuplées. Aux États-Unis, on peut faire un peu plus. En Australie, on pourra faire un petit peu plus, mais on ne va pas monter au-dessus de 5 km. Dans Virgo, pour Virgo, nous avons trouvé un site de 3 km en Toscane qui va bien. Et pour passer à 100 km, eh bien, on remplace chaque bras qui était dans l'interféromètre de Michelson d'un simple aller-retour ou un multipassage. On remplace chaque bras par un interféromètre de Fabry-Perot, une cavité résonante, ce qui permet d'augmenter la longueur équivalente. La longueur effective du bras, c'est finalement la longueur réelle que multiplie un facteur 2f sur pi, où grand F est la finesse du Fabry-Perot. Donc avec de bonnes optiques, à condition de bien aligner les bras, etc., on arrive de cette façon à fabriquer des bras de 100 km, voire un peu plus. L'avantage, c'est le gain en longueur équivalente. L'inconvénient qui est représenté qui est visible sur la figure de droite, c'est que dans le cas d'un interféromètre de Michelson, la sensibilité la courbe reliant la phase à la longueur est représentée en vert et c'est quelque chose de linéaire. On peut donc a priori travailler en tout point de la courbe. Alors que dans le Fabry-Perot, il faut travailler au voisinage de la résonance, c'est-à-dire à l'endroit où les courbes se croisent. Et si on s'écarte de cette résonance, le système devient non linéaire, donc la mesure devient difficile vers sa sensibilité. Comment obtenir la puissance ? Eh bien, on reprend le même interféromètre de Michelson avec ses deux bras Fabry-Perot et on va régler ensuite la longueur relative des deux bras ou la position de la séparatrice de façon à ce que l'interféromètre soit réglé sur une frange noire en transmission, c'est-à-dire que le détecteur, le petit carré en bas à droite, reçoit un minimum de lumière. Auquel cas, toute la lumière qu'on envoie dans l'interféromètre est réfléchie en direction de la source. Donc l'interféromètre de Michelson se comporte comme un miroir. Et en ajoutant un deuxième miroir, celui qui est dans le petit cercle vert, on fabrique de nouveau un Fabry-Perot. On a inséré le Michelson dans un Fabry-Perot. Et cette fois, on n'utilise pas le fait que le Fabry-Perot augmente la longueur, mais on utilise le fait qu'il stocke de l'énergie. Il y a un facteur de recyclage, grand R, qui est de l'ordre de la finesse, ça dépend des conditions, ça dépend où se trouvent les pertes lumineuses, qui va permettre de passer d'un laser réalisable, qui va avoir une puissance par exemple de 20 watts, c'est le cas de Virgo aujourd'hui, à une puissance de l'ordre du kilowatt incidente sur la séparatrice. Alors j'ai dit qu'on réglait le système sur la frange noire, mais évidemment il n'y a pas de frange noire parfaite pour des questions d'asymétrie, de distorsion de faisceaux lumineux, etc. Donc le détecteur va typiquement recevoir une puissance lumineuse de l'ordre du watt. C'est ça qu'il aura
à détecter. Et dans ces conditions, on va pouvoir atteindre la sensibilité souhaitée. Donc voilà pour la première cause de bruit qui est le bruit de photon. Une deuxième cause de bruit fondamentale, relativement fondamentale aussi, c'est ce qu'on appelle le bruit thermique. Ça résulte de ce qu'on appelle le théorème de fluctuation-dissipation, qui signifie que dans tout système résonant, et dans ce cas-là un système mécanique, qui a des pertes dans lesquelles il y a des pertes d'énergie, à ces pertes est associée une fluctuation de l'état du système qui est représentée par une force dont le carré est proportionnel à la température et à la mesure des pertes, la quantité bêta de F qui dépend de la fréquence. Ce genre de problème va se produire à la fois dans les miroirs de l'interféromètre, qui sont des cylindres de silice de 35 cm de diamètre, 10 cm d'épaisseur. Ces miroirs ont des modes de vibration, évidemment, qu'on peut calculer, qu'on peut modéliser. Et à chacun de ces modes est associée une énergie de fluctuation de l'ordre de kT. Si le coefficient de dissipation est faible, ce qui veut dire que le coefficient de surtension est élevé, l'énergie est concentrée autour de la fréquence de résonance, mais il reste un peu d'énergie en dessous et au-dessus de la fréquence de résonance, et c'est celle-là qui va nous gêner. Donc il y a deux solutions pour minimiser ce bruit. D'une part, c'est augmenter le coefficient de surtension des miroirs. Ça veut dire qu'il faut de la silice spécialement traitée, qu'il faut faire attention à la façon de la tenir pour ne pas dissiper l'énergie dans le système de suspension du miroir. Et l'autre solution, mais qui sera utilisée plus tard, serait de refroidir le système. Mais pour gagner quelque chose, il faut refroidir à des températures cryogéniques, c'est-à-dire température de l'hélium liquide, ce qui n'est pas facile pour un système d'1 km de dimension. Alors, à part le miroir, une autre source de vibration, ce sont les fils de suspension du miroir. Si les fils de suspension du miroir vibrent, ils vont effectivement déplacer le miroir dans son ensemble et vont amener des erreurs sur la mesure de distance. Donc deux sources de bruit thermique principales. Et puis une troisième source qui finalement est la plus facile à maîtriser, au moins dans une certaine gamme de fréquences, c'est le bruit sismique. Si les miroirs étaient posés sur une table, connectés au sol, ils auraient un bruit sismique dont la densité spectrale mesurée sur le site est représentée par la courbe bleue, qu'on peut modéliser grossièrement par quelque chose comme 10-6 ou 10-7 sur f au carré, f étant la fréquence en Hertz et l'unité étant le mètre. C'est-à-dire qu'à une fréquence de 1 Hz, le sol vibre typiquement avec une amplitude du micron. On verra que ça dépend des jours et des heures, mais c'est l'ordre de grandeur. Et je vous ai dit au début qu'il fallait mesurer des vibrations de l'ordre de 10-18 mètres, alors à des fréquences de 10 Hz et supérieures, c'est l'objectif de Virgo. C'est-à-dire qu'il faut gagner 10 ordres de grandeur avec le système d'isolation sismique. Sachant qu'on peut acheter des systèmes d'isolation sismique, il y en a dans le commerce, mais ils permettent de gagner 2 ou 3 ordres de grandeur. Donc il a fallu faire un gros effort dans ce domaine et je vais essayer de vous dire en 2 mots comment on fait. D'abord, on suspend les miroirs de façon pendulaire, ce qui permet d'avoir une approximation de masse libre au moins
dans la direction du degré de liberté qui correspond à la pendulaison. Et alors, bon, l'animation n'est pas bonne, ça c'est pas très grave. Donc j'ai représenté un pendule ici. Si on fait un pendule, la fonction de transfert entre le mouvement du miroir ici et les mouvements du sol à l'étage au-dessus est représentée par la courbe bleue. En très basse fréquence, le miroir se déplace avec le sol. À la fréquence de résonance, il y a amplification des mouvements du sol. Et au-dessus de la fréquence de résonance, on gagne en 1 sur f carré, mais ce qui ne serait pas suffisant. Donc, on peut se dire, eh bien, c'est pas grave, répétons le système, faisons un pendule multiple, et avec n étages de pendule, on va gagner en 1 sur f à la puissance 2n. Ça paraît bête, et ça marche. Dans ce cas-là, avec 3 pendules, on aurait par exemple la fonction de transfert suivante. Au-dessus de la fréquence de résonance la plus élevée, et on va retrouver au moins n fréquences de résonance par degré de liberté, on a cette fois une isolation en 1 sur f6. C'est pas encore suffisant. Dans Virgo, on a 7 étages de pendule, donc en 1 sur f puissance 14 si tout va bien. L'inconvénient, c'est que plus on augmente le nombre d'étages, plus on augmente la fréquence la plus élevée, la fréquence de résonance la plus élevée. Donc il faut en même temps prendre des mesures pour abaisser les fréquences de résonance. Abaisser la fréquence de résonance d'un pendule, ça veut dire l'allonger, puisqu'on ne peut pas jouer sur G. Donc le système dans Virgo fait une dizaine de mètres de hauteur, et ça ne serait pas suffisant, il faut des astuces supplémentaires dont je parlerai un peu plus tard. Une fois qu'on a fait ça, on est content, mais on a isolé un seul degré de liberté, ou plutôt 2 degrés de liberté, les 2 mouvements de pendulaison orthogonaux, mais on n'a pas isolé le miroir des vibrations verticales. Et malheureusement, dans un système qui est dans un interféromètre qui a des bras de 3 km, les verticales ne sont pas parallèles parce que la Terre est ronde, et on a donc un couplage entre les mouvements verticaux et les mouvements horizontaux. Et en pratique, on a couplage entre tous les degrés de liberté, ce qui veut dire que si on veut gagner plus de 2 ou 3 ordres de grandeur du point de vue de l'isolation sismique, il faut isoler tous les degrés de liberté. Donc ce qui complique énormément le système, mais reste réalisable. Et bon, j'ai représenté par exemple des ressorts verticaux qui vont amener l'isolation verticale. En fait, le système de suspension de Virgo, qu'on appelle super atténuateur, ressemble à ce qui est sur la figure de droite. L'ensemble de la chaîne, alors je retrouve pas ma petite flèche, je ne sais pas pourquoi, il y a des moments où elle veut bien venir, des moments où elle ne veut pas venir. Bon, enfin, l'ensemble du système est lié au sol au niveau qui est marqué ground, au niveau de l'anneau qui est marqué ground sur la figure de droite. À partir de là, on a trois bras verticaux qui sont 3 systèmes, 3 poteaux verticaux qui sont affinés dans la partie basse de façon à faire des pendules inversés. Alors c'est un moyen d'abaisser la fréquence parce que dans un pendule inversé, la fréquence de résonance est proportionnelle, enfin le carré de la fréquence de résonance est proportionnel à la constante de ressort des bras, la constante mécanique, moins une quantité qui est la masse multipliée par G. Donc en accordant les deux, on peut s'arranger pour que la différence soit proche de 0 et que la fréquence de résonance devienne très basse. Dans notre cas, de l'ordre d'une dizaine de millihertz. Il faut à peu près 100 secondes pour que le système oscille comme ça.
Et à partir de là est suspendue la chaîne de 7 étages de pendule, le miroir se trouvant en bas. À chaque étage, alors chaque étage est représenté par la masse dessinée à gauche. Il est lié au suivant par un système de lames qui font ressort pour donner de l'isolation verticale. Et là aussi, on utilise une astuce pour abaisser la fréquence. Dans la partie supérieure, il y a un système d'anti-ressort magnétique, c'est-à-dire ce sont des aimants en opposition qui se repoussent. Et si on décale un aimant par rapport à l'autre, on a une force de répulsion, donc une constante de ressort négative, qui vient se retrancher à la constante de ressort positive des lames. Et là aussi, en réglant l'espacement entre les aimants, on peut régler la fréquence verticale, cette fois, à être presque aussi basse qu'on le souhaite. La limite, c'est le couplage avec les inclinaisons du pendule. Si la fréquence de résonance verticale est trop basse, dès que le pendule s'incline un tout petit peu, le système devient instable. Donc voilà les principes du système d'isolation sismique. Ce système existe. On a maintenant on a installé, je crois qu'il y a 8 tours qui contiennent chacune un système d'isolation sismique et chacune suspend soit un miroir, soit un banc d'optique qui fait partie de l'interféromètre. Donc ces tours font une dizaine de mètres de hauteur et évidemment tout fonctionne sous vide, donc dans le système terminé, il n'y a rien à voir, tout ça est dans une enceinte en acier inoxydable. L'isolation sismique a été mesurée. D'une part, par partie, parce que pour mesurer une isolation de 15 ordres de grandeur, il n'y a pas de système qui ait la dynamique suffisante, donc on la mesure par partie. On a aussi essayé de provoquer des vibrations très importantes, de créer un bruit sismique artificiel extrêmement important avec de très gros vibrateurs. On a réussi à faire trembler tout le bâtiment, mais pas à faire vibrer les miroirs de façon visible. Et ce dont nous sommes sûrs aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement 15 ordres de grandeur d'isolation sismique à 10 Hz sur l'ensemble des degrés de liberté. En basse fréquence, comme je l'ai dit au début, à 1 Hz par exemple, il n'y a pas d'isolation du tout. Et à plus basse fréquence, là ça devient embêtant parce qu'au contraire, on voit les petits pics de la courbe rouge qui montrent qu'il y a amplification du bruit sismique. On ne peut pas faire autrement avec un système passif. On transfère l'énergie des hautes fréquences vers les basses fréquences, mais l'énergie est toujours là. Et donc le système passif est insuffisant. Il faut en plus une isolation active qui va contrôler ces résonances à basse fréquence. Sinon, les miroirs se déplacent de dizaines de microns et en rotation même de plusieurs degrés. Ce qui ne permet pas d'aligner l'interféromètre évidemment. Donc le système est encore un peu plus complexe que ça. Alors j'en viens à Virgo et à quelques détails expérimentaux. Donc Virgo est une collaboration franco-italienne, CNRS et Institut de physique nucléaire italien, qui fait intervenir 11 laboratoires. Bon, il y en a de plus gros et de plus petits, mais une moyenne de 20 personnes par laboratoire à peu près. Donc chaque laboratoire a des responsabilités claires en ce qui concerne la construction et va ensuite, pour ceux que ça intéresse, participer à l'analyse des données et à la recherche de signes. Excusez-moi, j'aurais pu commenter un petit peu. Donc le site de Virgo que vous voyez là, c'est une photo aérienne du site qui date un peu déjà, elle a bien 1 an et demi. 2 bras de 3 km dans la plaine de l'Arnaud. La ville de Pise se trouve
En haut à gauche, la ville de Florence se trouverait plus loin à droite. Et bon, pourquoi cette zone-là? Essentiellement parce qu'on a un laboratoire, le laboratoire de Pise qui se trouve au voisinage. C'est le laboratoire qui a justement mis au point le système d'isolation sismique dont je vous ai parlé. Et aussi parce qu'il y avait la place. On a un site qui n'est pas trop perturbé par l'activité humaine. Alors, donc quand Virgo va être limité par les sources de bruit dont je vous ai parlé, il va être limité donc jusqu'à des fréquences de 2 ou 3 Hz par le bruit sismique. C'est un véritable mur puisque la pente est en 1 sur F puissance 14. À partir de un peu plus de 2 Hz jusqu'à une trentaine de Hz, la limitation va venir du bruit thermique dû aux vibrations des fils de suspension du miroir. La résonance qui se trouve un peu en dessous de 10 Hz étant la vibration due à l'élongation des fils de suspension, vibration verticale due à l'élongation, excitée par l'énergie thermique toujours. À partir de 30 Hz jusqu'à 300 Hz, la limite, toujours pour l'interférométrie initiale, va venir du bruit thermique des miroirs, des modes de déformation des miroirs, et à plus haute fréquence, à partir de 300 Hz, c'est le bruit de photons, en ce qui concerne la pente remontante. Tous les pics qu'on voit sont ce qu'on appelle les modes violons de la suspension, c'est-à-dire les vibrations des miroirs. Le plus grand des pics à droite étant un des modes de vibration, j'ai dit les modes violons sont les modes de vibration des fils, et le mode élevé à droite étant le mode de vibration des miroirs. Donc Virgo est un détecteur large bande qui va fonctionner entre quelques Hertz et 10 000 Hertz à peu près. Dans cette gamme, les sources que nous pouvons espérer détecter vont être des pulsars. Tous les points noirs, les carrés noirs sont des pulsars connus. Malheureusement, la position de ces pulsars en amplitude ne correspond pas nécessairement à l'amplitude rayonnée par le pulsar, mais est seulement une limite supérieure. Donc il y en a quelques-uns que nous avons une chance de détecter, mais c'est pas certain. La zone rosée correspond à des supernovae jusqu'à une distance de 15 mégaparsec, et là aussi c'est un ordre de grandeur parce que l'énergie gravitationnelle rayonnée par une supernova dépend de l'asymétrie de l'explosion, ou de l'implosion plutôt, et qui n'est pas trop bien connue a priori. Donc c'est peut-être un peu optimiste de penser qu'on va détecter des supernovae avec un rapport signal sur bruit d'un ordre de grandeur ou plus. Ça sera peut-être nettement moins, on verra bien. Les courbes en pointillés représentent des systèmes binaires, coalescence d'étoiles binaires de 1,4 masse solaire. La courbe la plus haute, c'est pour des systèmes proches à 10 mégaparsec, la plus basse à 100 mégaparsec. Là, il n'y a pas trop d'incertitudes sur l'amplitude du rayonnement, mais il y a des incertitudes sur le nombre d'étoiles qui vont effectivement accepter de coalescer pendant la durée de vie de Virgo. Les prédictions astrophysiques, c'est entre une par semaine et une tous les 10 ans. Donc on verra bien. Dans le cas où ces coalescences viendraient non pas d'étoiles binaires mais de trous noirs, on pourra voir beaucoup plus loin, ce qui permet de gagner en probabilité de détection, mais il y aura moins de trous noirs que d'étoiles binaires, donc ça va être du même ordre de grandeur.
Donc, pour être clair, la première génération d'interféromètres, elle vise une sensibilité qui devrait permettre des détections, mais peut-être pas beaucoup. Et il faudra des générations suivantes pour être sûr pour que ces interféromètres puissent devenir réellement des observatoires. Alors, j'en viens à Virgo, un schéma optique toujours très simplifié de Virgo, qui est le schéma optique que j'ai décrit avant, avec en plus, j'ai représenté un laser. Alors, c'est facile de représenter un laser par un petit carré blanc. En fait, le laser, c'est une table d'optique qui est bien plus grande que cette table-là et qui doit contenir 100 ou 200 composants optiques et plusieurs lasers. Et puis, j'ai représenté ce qu'on appelle des mode cleaners, en anglais, des nettoyeurs de mode en français, qui sont des systèmes destinés à nettoyer la géométrie du faisceau laser. Pour avoir une géométrie bien contrôlée. C'est donc un Fabry-Pérot, mais qui a la forme, ce qu'on appelle un Fabry-Pérot en anneau. Il a une forme triangulaire ici, et utilisé en transmission. Et il ne transmet que la géométrie de lumière qui correspond à la géométrie définie par ces miroirs. Donc le faisceau transmis par un tel système est indépendant des fluctuations qu'il peut y avoir dans le laser ou qu'il peut y avoir dans l'air, entre le laser et le mode cleaner qui lui est placé sous vide. Alors ce premier mode cleaner est déjà une cavité importante puisqu'il a une longueur de 150 mètres, 144 mètres. On dispose aussi un nettoyeur de faisceau en sortie de faisceau, le petit mode cleaner qui se trouve en bas au milieu. Lui, il a des dimensions centimétriques, mais il a la même fonction. Le premier ayant une fonction supplémentaire, c'est qu'il sert de filtre fréquentiel. Il filtre toutes les fluctuations de fréquence et de puissance du laser qui se produisent à des fréquences trop élevées pour être asservies. Alors, pourquoi ne veut-il pas aller plus loin? Bon, évidemment, c'est normal. Bon, alors je reviens à vous montrer le laser, donc un des composants de la table laser, et une illustration en bas de l'effet du mode cleaner. Je suppose qu'il y a un faisceau laser distordu qui contient plusieurs modes. Le mode cleaner va réfléchir tous les modes élevés qui sont non résonants et qui ne nous intéressent pas, et transmettre une géométrie nettoyée. Alors, un gros morceau de Virgo, et en fait la partie la plus coûteuse de Virgo, c'est l'enceinte à vide. Je ne vous ai pas signalé, mais effectivement le faisceau laser sur 3 km ne peut pas se propager dans l'air, sinon il piquerait des fluctuations acoustiques, des variations d'indice, etc. Il faut le faire propager sous vide, et même sous ultra vide, des pressions de l'ordre de 10-9 millibars. Et donc on a une enceinte à vide qui a un diamètre de 1,20 m, une longueur de 6 km, 2 fois 3 km, qui est sans doute la plus grande enceinte à vide en Europe, pas dans le monde puisque la LIGO est un peu plus longue que Virgo, et qui a représenté un investissement important évidemment, de l'ordre de disons de 15 millions d'euros. Et encore, on a réussi à obtenir un coût pas trop élevé du fait qu'on a fait beaucoup de recherches sur la façon de dégazer les matériaux pour ne pas avoir à installer des pompes tous les 3 ou 4 km, tous les 3 ou 4 mètres comme on le fait dans un accélérateur de particules, mais seulement tous les 600 mètres à peu près.
bon, ça marche, ça pose pas de problème. Un autre investissement important et un effort technologique très important a été la mise au point des optiques pour Virgo. Donc vous avez réalisé que dans les bras, on fait un système Fabry-Perot multipassage, c'est-à-dire une cinquantaine, l'équivalent d'une cinquantaine d'allers-retours dans chaque bras, et que pour arriver à recycler la lumière, c'est-à-dire à augmenter la puissance de 20 watts à 1 kW, il faut en plus qu'au cours de ces 50 allers-retours, on n'ait pas perdu de lumière. Sinon, on ne peut pas la retrouver et la renvoyer 50 fois de nouveau dans chaque bras. Donc, il faut que les miroirs aient des pertes extrêmement faibles, et ce qui n'était pas du tout gagné au départ, au moment de la conception de l'appareil. Il faut que l'absorption dans les miroirs et dans les couches minces soit de l'ordre de 10,6 à chaque rebond de la lumière, alors qu'elle est typiquement de quelques pourcents dans un miroir classique. Ça a demandé quelques années de recherche. Il faut que les couches minces, que d'abord les miroirs soient parfaitement polis, enfin parfaitement, ils ne le sont jamais, mais soient polis à mieux que lambda sur 100, c'est-à-dire que la rugosité du miroir soit inférieure à quelques nanomètres. En fait, on arrive à avoir des rugosités à petite échelle qui sont de l'ordre de l'angstrom, moyennées évidemment sur un certain nombre d'atomes. Et il faut conserver ça lorsqu'on dépose les couches réfléchissantes, ce qui a demandé aussi un gros effort technologique. Et il faut être capable de faire ça sur des dimensions importantes, centaines de centimètres carrés. Lorsqu'on a commencé à faire Virgo, ces ordres de grandeur étaient réalisables sur 1 mm² à peu près. Et il a fallu construire un laboratoire à Lyon, à l'Institut physique nucléaire de Lyon, pour arriver à fabriquer nos miroirs. Et je dirais que le point extrêmement important, et peut-être ça va vous intéresser puisque d'après ce que j'ai entendu sur les TIPE de l'année prochaine, un point important, ça a été de développer toute la métrologie. Si on n'arrivait pas auparavant à réaliser des miroirs de cette qualité, c'est parce qu'on ne savait pas mesurer leurs défauts. Et donc, on a développé de l'instrumentation ici à Paris, à l'école de physique-chimie, à Lyon, pour, par exemple, mesurer l'absorption des composants optiques. On savait mesurer 10-4, 10-5 dans des composants optiques pleins, 10-4, 10-5 par centimètre. Aujourd'hui, on sait mesurer 10-8. Et c'est pour ça que les fabricants de silice arrivent à fabriquer des silices qui ont des absorptions inférieures à 10-6. D'ailleurs, elle s'appelle Special Virgo. C'est la qualité d'optique la meilleure qu'on ait aujourd'hui et que tout le monde achète à condition d'avoir les moyens. On a développé aussi les instruments interférométriques pour caractériser la qualité de surface des miroirs. Et ce qu'on voit sur la figure de droite, je trouve ça assez intéressant. On voit sur la figure, sur l'image du haut, un miroir qui est déjà un très bon miroir. Donc les couleurs représentent l'élévation de la surface par rapport à une surface idéale. On voit que ce miroir idéalement plan est en fait légèrement courbe, enfin grossièrement courbe, mais que les déviations maximales sont inférieures à 6 nanomètres, c'est-à-dire à lambda sur 150. Et parce qu'on est capable de mesurer ça, on est aussi capable, lors du dépôt de couches minces, de compenser ce défaut en faisant varier l'épaisseur de la couche au fur et à mesure de son dépôt. Et on voit sur la figure du bas un miroir relativement compensé puisqu'on est passé de 6 nanomètres à 1 nanomètre et demi en variation pic-pic par rapport à la surface idéale. Ça date déjà de 5 ou 6 ans, on fait beaucoup mieux que ça aujourd'hui. Et
on est aujourd'hui capable de mesurer les défauts des miroirs avec une sensibilité de l'ordre de lambda sur 15 000, c'est-à-dire moins d'un dixième dangereux. On n'est pas encore capable de les compenser avec cette précision, mais ça serait possible si on en prenait le temps. L'ennui, c'est que pour compenser avec cette précision, il faut presque aller déposer les couches minces atome par atome, et il y a une limite, il y a un coût limite qui nous empêche d'aller plus loin. Alors, je reviens aux conditions de fonctionnement de l'interféromètre dont j'ai dit un mot au début. Les astuces qu'on utilise pour pour atteindre la sensibilité font que l'interféromètre est résonnant à beaucoup de points de vue. Des Fabry-Perot pour avoir la sensibilité en phase, un autre Fabry-Perot pour stocker la puissance lumineuse, et le Michelson qui doit être réglé sur la frange noire aussi pour avoir la sensibilité et pour avoir la puissance lumineuse sur l'autre voie. Tout ça veut dire que il faut contrôler un bon nombre de degrés de liberté de l'appareil avec des précisions importantes. On a donc des bras de 3 km dont on n'a pas besoin de connaître la longueur exacte, mais c'est la différence, c'est les variations de la différence de longueur qui nous intéressent, qu'on veut mesurer avec une résolution 10-18 mètres. Et pour être dans les bonnes conditions, il faut déjà que sur toute la durée de la mesure, c'est-à-dire 24 heures sur 24, pendant aussi longtemps qu'on pourra, ces longueurs soient stables à 10-12 mètres près. Ce qui demande beaucoup d'asservissement. Il faut évidemment que les interféromètres soient alignés, et toujours pour être dans les bonnes conditions, il faut une précision d'alignement meilleure que 10-9 radians. Bon, ça veut dire 10-9 radians, c'est un micron à 1 km. Donc c'est un alignement précis, avec un bruit, une densité spectrale de bruit de l'ordre 10-12 radians par racine de Hertz. Un point dont je ne vais pas parler parce qu'il n'y a pas le temps, c'est tout l'aspect stabilisation du laser. Bon, c'est un point très, très important, mais qui demanderait beaucoup plus de temps. Vous savez que dans un interféromètre de Michelson, si le Michelson est symétrique, si on travaille sur la frange noire à différence de marche nulle, on peut travailler en lumière blanche, c'est-à-dire que le système est indifférent à la longueur d'onde utilisée. Mais dans un système tel que Virgo, la différence de marche ne va pas être nulle, elle sera au mieux peut-être d'1 kilomètre, quelque chose comme ça. Donc le système n'est pas du tout achromatique, et il faut que la stabilité de fréquence ou de longueur d'onde du laser soit des ordres de grandeur mieux que ce que nous savions faire il y a 10 ou 15 ans, de l'ordre de 10-20 par racine de Hertz en densité spectrale de fluctuation de fréquence. Et il faut aussi que la puissance laser soit suffisamment stable, de l'ordre de 10-7 par racine de Hertz. Donc tout cet ensemble de contraintes représente une bonne centaine d'asservissements qui doivent tous fonctionner en même temps et s'enclencher dans le bon ordre pour arriver à mettre l'appareil en marche à partir du point zéro. Je prolonge encore 5 minutes ou 10 minutes si ça vous va. Bon, je vais essayer de faire mieux. Bon, évidemment, pour faire fonctionner l'appareil et être sûr que ce qu'on verra un jour, c'est bien une onde de gravitation et pas simplement une porte qui claque ou un orage, même à des distances lointaines, il faut toute une surveillance de l'environnement. On a donc pas mal de dizaines de sondes de tout type, température, humidité, sonde de pression, accéléromètre, magnétomètre, microphone, etc.
Et évidemment, toute corrélation entre le signal mesuré et le signal d'un de ces senseurs rendrait la mesure suspecte et il ferait qu'en fait on ne pourrait pas l'utiliser pour dire on a vu une onde de gravitation. Donc en plus des signaux d'interféromètre, on a beaucoup d'autres signaux, ce qui fait un flux de données, même aujourd'hui où l'appareil n'est pas encore à la sensibilité voulue, on génère de l'ordre de 4 millions d'informations par seconde qu'on stocke en continu. D'abord sur disque, on arrive à stocker 6 mois de données avec la quantité de disques dont on dispose aujourd'hui sur site. Et pour des temps plus longs, on met ça sur bande et on amène ça soit à Bologne, soit à Annecy, où il y a des centres de calcul importants qui permettront d'aller retrouver les données avec un peu de recul. Un exemple de ce que nous fournissent, par exemple, les sismomètres sur le site. Bon, je vais passer assez vite là-dessus. On a séparé en 3 bandes de fréquences les données fournies par des sismomètres. La bande rouge, qui est la bande de fréquence élevée, où on peut voir, alors chaque unité est un jour, on peut voir donc que le bruit dépend fortement de l'activité sur le site. Alors c'est pas l'activité des physiciens parce qu'elle est plus constante que ça, c'est l'activité à une époque où il y avait encore quelques bulldozers qui remuaient de la terre. On voit qu'ils travaillent que les jours de semaine et seulement quelques heures chaque jour de semaine, mais qu'à ce moment-là, ils sont gênants. On voit sur la courbe en vert les fluctuations qui sont dues au trafic routier au voisinage de l'instrument. Alors c'est quelque chose de plus constant et là aussi on voit bien que le week-end c'est quand même plus calme. Et puis ça diminue pendant la nuit, pendant 2-3 heures toutes les nuits de façon notable. Et à très basse fréquence, en bleu, ce qu'on peut observer, ce sont des fluctuations dues au vent et aux vagues en mer. C'est donc le temps. Il y a une zone de fréquence qui n'est pas représentée, enfin qu'on ne voit pas bien ici, mais dont je vais parler après. Alors, oui, j'avais dit un mot au passage, je m'excuse, je ne suis pas sûr que ça vienne au bon moment. J'avais dit un mot au passage sur le fait que l'isolation sismique passive ne suffit pas et qu'il faut en plus contrôler les superatténuateurs de façon active. Et ce que veut dire cette diapositive, c'est que non seulement il faut les contrôler de façon active, mais on n'a pas le droit de contrôler simplement la position du miroir parce qu'il y a trop d'ordre de grandeur entre les mouvements qu'on a à compenser, les mouvements du sol qu'on a à compenser, et le bruit qu'on veut, le bruit maximum qu'on veut redonner au miroir. Toutes les électroniques ont une gamme dynamique maximale qui est de l'ordre de 10 puissance, mettons 8 par racine de Hertz, alors qu'ici il faudrait plutôt quelque chose comme 10 puissance 15 par racine de Hertz. Ça veut dire que les grands mouvements, on peut les compenser au niveau du haut de la suspension, parce qu'ils sont ensuite, le bruit qui leur est associé est ensuite filtré passivement par la suspension, et qu'au niveau bas, sur le miroir lui-même, on ne peut produire que des forces extrêmement faibles. C'est ce qu'on appelle le contrôle hiérarchique. C'est ce qui permet aussi de contrôler la plus grande partie de toutes les résonances du système d'isolation. Parce que système d'isolation, avec ses 7 étages et 6 degrés de liberté par étage au moins, il a en fait plus d'une centaine de fréquences de résonance qui pourraient nous gêner, qu'il faut toutes atténuer de façon active.
Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Bon, je pense que s'il veut bien passer à la suivante, voilà. Donc je passe cette phase-là. Une chose amusante qu'on a vue au passage la première fois où on a essayé d'asservir l'interféromètre sur des temps un peu longs. Ici, on a eu une journée entière. C'est que ce contrôle hiérarchique au niveau supérieur de la suspension permet par exemple de très bien voir les marées terrestres. Les marées terrestres, ça veut dire que, toujours à cause d'effets de marée, les bras s'allongent et se raccourcissent, alors pas de la même quantité suivant les directions nord ou ouest. Et en différentiel, on a une amplitude de l'ordre de 200 microns au cours de la journée. Et en mesurant simplement quelle est la force qu'on doit appliquer au sommet de la suspension, on voit qu'on retrouve très bien les marées terrestres qu'on peut prévoir parce qu'elles sont connues et calculables. Et on retombe exactement sur ce qu'on avait prévu. Alors, ça, c'est seulement avec des données très rapides, non moyennées. Si on se donne la peine d'étudier ces marées sur un an, il est certain qu'on va pouvoir améliorer encore la connaissance des marées terrestres. Je ne suis pas sûr que les géophysiciens soient extrêmement intéressés par ça. Bon, alors un mot avant de terminer pour vous parler de LISA que Pierre avait déjà évoqué. C'est un autre projet de détection d'ondes gravitationnelles. Le principe est le même. La différence, c'est que c'est un interféromètre spatial, que les bras font 5 millions de kilomètres. Alors c'est aussi un projet sur lequel j'ai travaillé, mais il y a plus de 10 ans. Avant que Virgo commence sa construction, j'avais participé à la conception de LISA et on va probablement y retravailler un peu, mais il y a encore le temps. LISA ne va pas voler avant une dizaine d'années maintenant. La différence qui fait la complémentarité de LISA avec Virgo et LIGO, c'est le fait que LISA va être sensible à des fréquences gravitationnelles beaucoup plus basses, donc va avoir des sources différentes. Et en particulier, a de bonnes chances d'observer l'équivalent du fond stochastique qu'on observe aujourd'hui dans le domaine électromagnétique, mais a des chances d'observer un fond stochastique d'ondes gravitationnelles d'origine cosmologique, qui daterait non pas de 300 000 ans après le Big Bang, s'il y a eu un Big Bang, mais de 10-30 et quelques secondes après le Big Bang. Donc donnerait des informations sur l'uniformité de l'univers à un temps beaucoup plus primitif encore que le rayonnement électromagnétique. L'autre intérêt de LISA, c'est que si LISA fonctionne, avec la sensibilité souhaitée, il est assuré de détecter des ondes gravitationnelles. Il y a des sources bien connues qui devraient donner un rapport signal sur bruit de 2 ou 3 ordres de grandeur, 200 ou 1000, ce qui n'est pas le cas de Virgo. Et une minute supplémentaire, excusez-moi, pour vous rappeler donc que la construction de Virgo est terminée. On va maintenant passer 2-3 ans à affiner la sensibilité pour atteindre l'objectif de sensibilité. Que si on atteint cet objectif de sensibilité, j'espère bien qu'il y aura les moyens de trouver le financement pour aller vers les générations suivantes. Si on ne l'atteint pas, ça sera plus difficile. Mais évidemment, il y a déjà pas mal d'idées pour améliorer la sensibilité et que ça va faire appel de nouveau à tout un tas de technologies intéressantes. Améliorer le bruit de photons et la pression de radiation, le bruit de pression de radiation qui est associé
sont des développements en optique quantique, dont beaucoup se font, enfin une partie se font ici à Ulm. Améliorer le bruit thermique, ça veut dire refroidir le système à des températures en dessous de 4 Kelvin, ce qui demandera des investissements évidemment, et aussi certainement de nouveaux matériaux. Il y a des améliorations possibles du point de vue interférométrie. Là, je vous ai parlé du recyclage de la lumière qui consiste à augmenter la puissance lumineuse qu'on envoie dans l'interféromètre. Mais on peut aussi utiliser disons la même technologie pour augmenter non pas la porteuse à la fin, le signal qu'on envoie dans l'interféromètre, mais le signal qui sort de l'interféromètre, c'est-à-dire les bandes latérales produites par l'onde gravitationnelle. C'est plus compliqué, mais c'est faisable. Il y a des progrès à faire sur l'automatisation de l'appareil. Aujourd'hui, on va arriver d'ici la fin de l'année à ce qu'en appuyant sur un bouton, on puisse dire au laser de s'allumer et à tout l'interféromètre de s'aligner et de s'asservir automatiquement. Mais il faudrait en plus à terme que ce contrôle soit adaptatif, c'est-à-dire s'optimise en fonction des circonstances, des bruits extérieurs, etc. Il y a évidemment des tas de progrès à faire sur l'analyse de données. Aujourd'hui, on va analyser les données de Virgo et puis de temps en temps, on soupçonnera d'avoir vu un signal. Les Américains vont faire la même chose avec leur système. Et quand on aura des zones de temps intéressantes, on viendra comparer ce qu'on a vu dans l'un et l'autre. Il serait plus efficace, mais c'est encore difficile de faire ça en réseau, c'est-à-dire que toutes les données convergent en un point et soient analysées instantanément en mettant tous les appareils en parallèle. Et plus tard, mais ça c'est lointain, on fera sans doute de l'interférométrie atomique, c'est-à-dire qu'on remplacera les photons par des atomes qui permettent de diminuer la longueur d'onde et d'augmenter la sensibilité. Il y a déjà des projets, mais je pense que c'est pas pour demain, enfin, je ne verrai pas ça. Bon, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Merci de nous avoir présenté le défi que ça représente. Des questions? Est-ce que le choix de l'orientation des bras de Virgo a obéi à une étude particulière, ou bien est-ce que c'était les installations déjà existantes qui a créé un trou dans la demande sur telle ou telle orientation, telle ou telle polarisation? Non, c'est juste une étude de site. Il n'y avait pas d'autre choix sur ce site-là en tout cas. C'est un peu la même chose pour l'IO en fait. D'ailleurs, effectivement, on aurait pu dire essayons d'orienter les bras pour être le plus possible en coïncidence avec l'IGO, c'est-à-dire avoir la sensibilité maximale dans une direction qui soit la même que l'IGO. Mais c'est un compromis parce que si on fait ça, ça veut dire que dans une direction à 45 degrés, la sensibilité de l'ensemble devient nulle. Donc c'est pas évident qu'on augmente les probabilités de détection en choisissant l'orientation des bras. D'autres questions? Oui, ma question, c'était les progrès que vous avez faits en métrologie font que vous avez un formidable inclinomètre et un formidable... Hélas. Comment? Hélas. Oui, hélas, mais pour les géophysiciens, est-ce qu'ils comptent se tourner vers vous pour avoir, enfin, je ne sais pas, progrès en gravimétrie, progrès en inclinométrie? Alors évidemment, c'était une idée qu'on avait du temps où il n'était pas facile de faire financer la construction de Virgo. C'était l'idée d'intéresser d'autres gens à ce qu'on pourra faire.
Et la réponse des géophysiciens était écoutez, on n'arrive déjà pas à comprendre tout ce qu'on voit. Vous allez être tellement sensible qu'on verra que du bruit. Et non, on ne peut rien en faire. Alors aujourd'hui, il y a quelques idées pour essayer d'aller détecter des mouvements de masse au centre de la Terre, pouvoir interpréter des mouvements au centre de la Terre. Il n'est pas évident que ça pourra aboutir parce que ce sont des mouvements lents et Virgo est justement fait pour s'affranchir de tous ces mouvements lents et n'a pas du tout la même sensibilité pour des mouvements extrêmement lents. Ils vont être masqués de toute façon par les marées terrestres, par les effets thermiques, par la pression atmosphérique, les fluctuations de pression atmosphérique, etc. Ça sera difficile. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type de couche on dépose sur les miroirs pour avoir les coefficients de réflexion? Je peux vous dire quel type. Évidemment, il y a beaucoup de secrets parce que... non, pas à notre niveau, mais il y a des secrets sur les détails de fabrication. Les seules couches qui fonctionnent, qui peuvent avoir les propriétés qu'on souhaite, sont des couches minces d'oxyde. C'est-à-dire qu'on part d'un substrat, par exemple en silice, aussi bien poli qu'on le peut, et on dépose dessus des couches alternées de matériaux d'indice haut et bas. Alors dans notre cas, donc c'est pas secret, c'est de la silice aussi d'indice faible et de l'oxyde de tantale. Et on les dépose, ce qui fait que ces couches sont meilleures que ce qui existait auparavant, c'est qu'on ne les dépose pas par évaporation comme ça se faisait auparavant, mais qu'on les dépose avec ce qu'on appelle une assistance ionique. C'est d'abord un faisceau d'ions qui vient frapper une cible, soit de silice, soit de tantale, qui arrache des ions ou des molécules qui vont ensuite se déposer sur notre miroir. Et ensuite, il y a un deuxième faisceau d'ions qui vient leur apporter de l'énergie, qui fait que la couche qui se dépose est en permanence compactée par un deuxième faisceau d'ions, ce qui fait qu'il n'y a pas de lacune dans la couche, qu'elle ne cristallise pas. Ça, c'est très important parce que si elle a tendance à faire des microcristaux, ces microcristaux vont grossir et diffuser la lumière. Donc il faut produire un matériau absolument amorphe et c'est une des difficultés. Merci. Alors, bon, je peux rajouter un point là-dessus. Ces couches nous posent un problème parce que ce sont elles qui limitent le bruit thermique des miroirs. Les couches amorphes ont un coefficient de qualité mécanique beaucoup plus faible que celui du miroir et elles augmentent donc le bruit thermique des miroirs. Donc une des options qu'on cherche à développer pour le futur, c'est de fabriquer des miroirs sans couche mince. C'est pas à gagner. Une très grande difficulté qu'on a avec les élèves, c'est la notion de 10-21 mètres par racine carrée de Hertz. Alors, déjà mètres par racine carrée de Hertz, bien sûr. La deuxième chose, c'est les élèves répondent, mais un atome, c'est 10-10. 10-21, monsieur, on ne comprend rien. Comment vous l'exprimeriez-vous ? Les mètres par racine de Hertz, c'est la racine carrée d'une densité spectrale de puissance. C'est des mathématiques. Je peux pas... Enfin, j'aurais encore plus de difficultés que vous à l'exposer ici. Il faut passer par l'aspect mathématique. Mais c'est quelque chose qui s'enseigne aujourd'hui couramment pour les télécommunications, par exemple. Toutes les densités spectrales de bruit s'expriment de cette façon-là. Alors, un atome, c'est plus gros que ce qu'on cherche à mesurer, oui,
Mais on ne cherche pas à mesurer des distances avec une précision de 10-21 mètres. On cherche à mesurer des variations. Et la variation, comment expliquer ça? Alors, deux choses. D'une part, en moyenne, sur toute la surface du miroir, la surface du miroir, mettons que c'est 100 cm², alors je ne saurais plus calculer ça de tête, mais c'est 10 puissance 16 atomes, à peu près. Donc on gagne un facteur 10 puissance 8, racine de 10 puissance 16, soit 10 puissance 8 par ce Moyen-Âge. Et c'est ça l'explication. Alors l'autre explication qui contribue à ça, c'est la notion de rapport signal sur bruit. Si vous cherchez la fréquence d'une résonance qui a une largeur de 1 MHz, la précision avec laquelle vous allez pouvoir déterminer où se trouve son centre, c'est pas 1 MHz, c'est 1 MHz divisé par le rapport signal sur bruit. Donc ce sont ces deux éléments-là qui font qu'on peut passer de la dimension atomique par exemple à 10,18 mètres par racine de hertz. Y a-t-il encore des questions? Oui, il y a une dernière question. Vous nous avez expliqué que les Virgo ne fonctionnaient pas avec une différence de marche nulle, ce qui nous interdisait de travailler en lumière blanche. Oui. Pourquoi ce choix? Ce n'est pas un choix. On va essayer de la rendre aussi nulle que possible, mais ça résulte du fait qu'on n'est pas capable de faire deux bras exactement identiques. Et en fait, dans la différence de marche intervient la longueur effective des bras, c'est-à-dire la finesse des bras. Et on n'est pas capable de faire des miroirs suffisamment identiques pour que les finesses soient égales à 10-10 près. Elles sont égales à 10.2, 10.3 près. On a effectivement des techniques qui vont permettre de moduler cette finesse pour les rendre aussi égales que possible, mais pour l'instant, c'est pas encore au point. Bien, au nom de l'UPS, je voudrais remercier les intervenants de ce matin, donc M. Binetru et M. Brier. Puis je voudrais également remercier l'École normale supérieure qui nous reçoit depuis plusieurs années et qui s'associe à l'École polytechnique pour nous offrir ces conférences. Puis enfin, je voudrais que vous les applaudissiez. Donc Cécile Appert et Frédéric Pincet, qui n'est plus là, qui sont, si, il est là, il se cache, qui ont organisé la journée d'aujourd'hui. Et bon, c'est un gros travail. Je voudrais que vous les applaudissiez. Merci.